final thing I have to do. Then I'll be free of the past. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur la représentation dans le cinéma hollywoodien du trouble stress post-traumatique. Post-traumatic stress disorder. Alors ce concept nous est familier. Historiquement, il s'inscrit dans la médecine militaire. Ces professionnels ont été les premiers à cliniquement identifier ce que l'on pourrait appeler un stress au combat. Et à l'époque, les manifestations étaient essentiellement comportementales, comme ces soldats filmés au cours de la Première Guerre mondiale. Voici une interprétation faite par l'humoriste américain George Carlin sur l'évolution de ce concept. There's a condition in combat, most people know about it. It's when a fighting person's nervous system has been stressed to its absolute peak and maximum, can't take any more input. In the First World War, that condition was called shell shock. Simple, honest, direct language. Then a whole generation went by, and the Second World War came along, and the very same combat condition was called battle fatigue. Fatigue is a nicer word than shock. Shell shock. Battle fatigue. Then we had the war in Korea, 1950, and the very same combat condition was called operational exhaustion. Then, of course, came the war in Vietnam, which has only been over for about 16 or 17 years. I guess it's no surprise that the very same condition was called post-traumatic stress disorder. And the pain is completely buried under jargon. Bien entendu, dans le cadre des forces armées, ce type de souffrance fait l'objet d'une autocensure. Pourquoi? Tout simplement parce que le soldat ne peut pas évoquer ces phénomènes sans être aussitôt désigné comme lâche, froussard, défaitiste, voire déserteur. Un soldat qui devient de ce fait un maillon faible. Voici un exemple dans le film Patton. Ce général vient de décorer à titre posthume un très jeune soldat mort au combat et il va à la rencontre d'un autre soldat. It's my nerves, sir. I just can't stand the shelling anymore. Your nerves? Well, hell, you're just a goddamn coward. Shut up! We don't have a yellow bastard sitting here crying in front of these brave men who've been wounded in battle. Shut up! Voici un livret militaire qui date de 1885, c'est celui d'un soldat français. À l'intérieur de ce livret, il y a un certain nombre d'extraits du Code de justice militaire. Et on peut y lire que les sanctions et les peines prévues pour un certain nombre d'infractions à ce code militaire sont très souvent la peine de mort, avec ou sans dégradation militaire. Et par exemple, le refus d'obéissance de marcher contre l'ennemi est puni de mort, et sinon des années de prison, et en particulier des années de travaux forcés. On peut supposer qu'à l'époque, il s'agissait du bagne. Je vous rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, certaines familles sont désireuses de comprendre pourquoi les hommes qui sont de retour des combats dans le Pacifique, en Europe, sont insomniaques, irritables, alcooliques, voire délinquants, comme par exemple le petit groupe de GI qui, de retour après la guerre aux États-Unis, incapable de s'adapter à la vie civile, prend la route, comme on dit, avec des bikers, pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les Hells Angels. Je vous rappelle que le personnage pivot est porteur d'une vérité, il a sa propre individualité, mais cette vérité a une valeur universelle. Vérité qu'il va mettre à l'épreuve à travers des conflits, des expériences dans le film, jusqu'au moment du climax où il va prendre conscience de lui-même, de ses propres valeurs et faire des choix, avant le happy end qui permet au spectateur de se détacher du personnage pivot. Le stress post-traumatique dans le paysage hollywoodien fait son apparition à partir des années 70. Il y a toutefois une exception qui est légendaire, c'est celle du film réalisé par Alfred Hitchcock, Vertigo. Un policier scotty joué par James Stewart devient acrophobe
après une tragique course-poursuite. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy. À partir des années 70. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre du Vietnam, qui est la première guerre médiatisée, avec un minimum de censure, une guerre devenue rapidement impopulaire dans le public américain, et un crime de guerre révélé par un journaliste, où plusieurs dizaines de GI vont massacrer des civils vietnamiens dans un village, My Lai. Ce crime de guerre va marquer certainement l'évolution de cette impopularité, les hostilités prenant fin en 1975. Par la suite, dans les années 90, c'est la guerre en Afghanistan qui prend le relais. Il va donc y avoir à Hollywood plusieurs dizaines de films réalisés sur le Vietnam. Dans la plupart des cas, le post-traumatique est à peine mentionné, parce que l'objectif c'est de mettre en scène un héros, voire un anti-héros, dans des films d'action, d'aventure, etc. Je vous rappelle aussi qu'à la fin des années 60, le cinéma hollywoodien est en perte de vitesse. Il est concurrencé par la télévision, par des films étrangers, en particulier européens, par le fait que les scénaristes et les metteurs en scène n'ont pas su se connecter avec la contre-culture très populaire dans la jeunesse, et réaliser aussi la rupture des valeurs traditionnelles nord-américaines, la famille, la religion, le travail, etc. Toutefois, il y a bien entendu le New Hollywood qui va permettre aux studios de se remettre en selle, comme on dit, metteurs en scène devenus depuis légendaires comme Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas, etc. Comme pour les vidéos précédentes, je ferai donc référence, puisque nous sommes à Hollywood, en Amérique du Nord, à ce manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, qui permet de recueillir des critères inclusifs, exclusifs, de comparer ces critères et éventuellement de poser un diagnostic psychiatrique. Ce manuel a une intention anthropologique puisqu'il ne répond qu'à la question du comment. Il n'y a pas de causalité. Ce premier critère définit le contexte. L'originalité de ce diagnostic est la suivante, et c'est le seul probablement parmi les centaines de diagnostics possibles. Les psychiatres qui ont élaboré les choses décrivent dans un premier critère des groupes de personnes qui sont concernées de près par ce diagnostic. Il y a 4 groupes de personnes qui sont concernées. Ce premier groupe, bien entendu, ce sont les victimes elles-mêmes. Robert De Niro joue le rôle de Mike, un GI qui vit une expérience terrifiante de mort imminente. Le deuxième groupe, ce sont les témoins directs. Dans ce film, Jeff Bridges joue le rôle de Max Klein, le survivant d'un crash aérien qui se prend par la suite pour un héros. Were you in the crash? No. There was no earthly reason why Max Klein survived the crash of Flight 202. You're alive. Why didn't you call me? I thought I was dead. But it left him with a heightened sense of reality. I've seen it with Vietnam vets. Ce film est réalisé par Robert Redford en 1980. Nous décrit une famille devenue dysfonctionnelle suite au décès d'un adolescent dont le frère, Conrad, joué par Timothy Hutton, présente un stress post-traumatique. This is my family. And if we have problems, then we will solve those problems in the privacy of our own home. I knew something was wrong even before he tried to kill himself. I mean, there's someone besides your mother you gotta forget. You better make sure that your kids are good and safe. And then you come to me and tell me how to be happy. Do you love me? Do you really love me? Just do one wrong thing. And what was the one wrong thing you did? Les témoins indirects.
Adam Sandler joue le rôle de Charlie, dont la femme et les enfants sont morts dans les attentats du 11 septembre et qui a fait le vide autour de lui. His whole family in a plane crash. He's lost now. Charlie Fineman for Dr. Johnson. You don't have an appointment, sir? Oh, we're friends. We were college roommates. And? I used to sleep in the nude. What's going on, Charlie? Let's hang out. Right now? Yeah, wake up. Come on. Can he go out? Is he allowed out? Don't do that. Don't ask my wife permission for me to go out. You're right. Can you go out? Charlie Buster! Les personnes qui, de manière répétitive, évidemment les professionnels, pompiers, secouristes, médecins, policiers, etc. Donc, les psychiatres ont donc prévu de désigner toutes les personnes. Ils ont aussi inscrit un critère d'exclusion, qui est le fait que vous ne pouvez pas revendiquer ce diagnostic si ce dont vous souffrez est consécutif à une exposition d'origine médiatique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce manuel fait référence dans le champ des assurances et dans le champ judiciaire. Il est considéré comme solide et les critères sont fiables. Il ne peut pas être contesté. Après une vingtaine d'années d'expérience nord-américaine, je peux vous confirmer que ce manuel diagnostic statistique, comme on dit, fait la loi. En particulier dans ce que l'on appelle la perte d'espérance de vie ou la perte de qualité de vie, qui peuvent être, bien entendu, dédommagées. Or, dans les années 90, certains avocats ont récupéré un diagnostic qui était celui de troubles dissociatifs de l'identité. Par exemple, Norman Bates dans le film d'Alfred Hitchcock, Psycho. Pour construire des défenses, essayer d'obtenir une atténuation des peines. Non pas la non-responsabilité, mais des circonstances atténuantes. L'idée est très simple. L'accusé a tué sa voisine. Au moment où il a commis cet acte, il n'était pas lui-même, puisqu'il a une double personnalité, et c'est l'autre qui a commis ce crime sur lequel il n'a aucun contrôle. Bien entendu, ce système a rapidement été désavoué. Dans la plupart des films, depuis les années 70, dont le scénario est centré sur le post-traumatique, les scénaristes insistent beaucoup sur les conséquences de ce traumatisme. Elles sont assez variées. Vous avez des films centrés sur la culpabilité du protagoniste, d'autres sur sa désocialisation. Clint Eastwood joue le rôle de Kowalski, un ex-vétéran de la guerre de Corée, devenu une caricature du ressentiment et du racisme. Your whole life. Maybe it's time you started thinking about taking it easier. These places are nothing like what you'd think they'd be. They're great. Kicking us out on his birthday. I told you this was a bad idea. What the hell these Chinese have to move in this neighborhood for? Dans ce film, Tim Robbins joue le rôle de Dave abusé sexuellement au cours de l'enfance. Leonardo DiCaprio joue le rôle de Teddy, un policier traumatisé après avoir libéré un camp de concentration et par le décès récent de sa femme. Pull yourself together, Teddy. I've built something valuable here. Don't you get it? You're a rat in a maze. Valuable things have a way of being misunderstood. Who knows about this? Everyone. The nurses, the orderlies, they couldn't possibly know. Everyone. You do understand that they can't let you leave. Going somewhere? Kevin Spacey joue le rôle de Brown, un personnage qui se prend pour un extraterrestre après que sa femme ait été assassinée. Definitely has a sensitivity to white light. He can detect a wavelength of up to 400 angstroms. Ultraviolet. I didn't think human beings could see ultraviolet light. We can't. Your produce alone has been worth the trip.
Ron, de retour du Vietnam, est paraplégique, se sent trahi dans ses convictions patriotiques. I gotta live and I gotta roll around, I gotta remind him of Vietnam. And you don't want to know, you don't want to see us, you want to hide us. You want to hide us because it is a can of shit. And I am a fucking dummy. He won't listen. He won't change. Ronnie, please, you gotta take your mom seriously. You can't drink in this house. They told us. Go fight, go kill. Sergeant man, rain car. Yeah, car left, car left, car left. You know, it's all a lie, though. It's just a bunch of money. Lie! Stop it! Dans ce film, Jack Nicholson joue le rôle de Francis, un homme devenu alcoolique et désocialisé suite au décès accidentel de son fils. Arguments! I got arguments! Dropped my baby son. He died. I couldn't face that. Yeah, he did. I sang. They crawl all over your nose and your nose. I got the money! What's the chances of a bum getting a drink? Makes me a sandwich. No! He only asked you for a sandwich! All right, I'm gonna make him a sandwich! Nicolas Cage joue le rôle de Hal, de retour du Vietnam et qui renoue avec son ami Birdie, hospitalisé. Hi, Al. How are you? I'm pretty good, Bertie, thanks. You know, Al, I'm glad you came to see me. I know we haven't seen each other in a while, and there's a lot of water under the bridge. But it's good just to sit here and not talk with you. Yeah, Bertie, it's a real blast, but you know... Oh, come on, Bertie! Talk to me. Okay, don't talk to me. You think I don't know what you're doing with all this squatting and sideways staring stuff? So you're finally a bird. Big deal. If Weiss finds out, he's going to put you in a display case. He's going to write papers on you forever. Voici dans le détail les principaux critères de ce diagnostic et en particulier les symptômes envahissants comme les souvenirs et les rêves, les phénomènes d'évitement persistants, l'altération cognitive et de l'humeur, et enfin les troubles du comportement et du sommeil.